Lance du nucléaire, adapté aux moyens du nucléaire sur l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN. Alors que le gouvernement a annoncé son objectif de relancer la production d'électricité nucléaire en France au cours des prochaines décennies, le système nucléaire français sera amené à très fortement évoluer. Les capacités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRCN, établissement public chargé de l'expertise et de la recherche sur la sûreté nucléaire, doivent donc impérativement être au niveau des enjeux à venir. Monsieur Jean-François Rapin, rapporteur spécial et crédit de la mission recherche et enseignement supérieur, a présenté le 24 mai les conclusions de son contrôle budgétaire destiné à s'en assurer. 1. Un consensus autour de la qualité des travaux de l'IRCN et de son positionnement institutionnel. A. Des relations avec l'autorité de sûreté nucléaire, parfois complexes mais opérationnelles. Le contrôle du respect des différentes normes concourant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection est assuré par l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, qui bénéficie de l'expertise et de l'appui technique de l'IRCN. Ces deux institutions forment ce qui est généralement appelé le dispositif dual de sûreté nucléaire. Le cadre de communication théorique entre l'ASN et l'IRSN est formalisé et dense, ce qui est indispensable au bon ajustement de leurs relations. L'annonce de la fusion entre les deux institutions, puis son rejet par le Parlement, ne devrait pas avoir durablement endommagé les relations entre équipes. L'appui technique effectué par l'IRCN à la demande de l'ASN est financé par le budget de l'Institut et n'entraîne donc pas de flux financiers directs. En 2022, il a mobilisé des salariés de l'IRCN pour un volume de 430 équivalents temps plein travaillé, ETPT, correspondant à 83 millions d'euros. Cela représente 30% du budget de l'IRSN et environ 25% de l'activité de l'établissement dédié à l'ASN. B. Une satisfaction générale sur les travaux de l'IRSN. L'IRSN a fait l'objet de plusieurs rapports de diverses institutions au cours des dernières années. L'impression globale qui se dégage de ces différentes analyses est un consensus sur la qualité des travaux de l'IRSN et le fonctionnement satisfaisant du système actuel. Les auditions menées par le rapporteur spécial renforcent la perception positive du fonctionnement de l'Institut et l'absence générale des reproches adressés à l'IRSN. Les indicateurs de performance témoignent de l'atteinte globale des objectifs fixés par les ministères de tutelle. 2. Les importantes difficultés budgétaires de l'IRSN. A. Une stabilisation, voire un recul des recettes de l'Institut. Petit 1. Des crédits budgétaires dont la hausse récente ne peut compenser une décennie de stabilité. La principale ressource de l'IRSN est la subvention pour charges de service public en provenance du programme 190 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable, de la mission Recherche et enseignement supérieur, qui représente près des 2 tiers des recettes de l'Institut, soit 170 millions d'euros en 2022. Elle est complétée par la contribution versée par les exploitants d'installations nucléaires de base à hauteur d'environ 61 millions d'euros chaque année. La dynamique des recettes de l'IRSN est à la base depuis plus d'une décennie. Ainsi, les ressources de l'IRSN sont progressivement passées de 301 millions d'euros en 2012 à 271 millions d'euros en 2022, soit une chute de près de 10% en 10 ans. Afin de tenir compte de l'activité croissante, il a été décidé en 2023 de rompre avec la dynamique précédente et d'accorder à l'IRSN une hausse de 8 millions d'euros. Les 2 tiers de ces moyens supplémentaires auront cependant été absorbés par l'inflation. Petit 2, une ressource à repenser. Quel devenir pour la contribution sur les installations nucléaires de base? La taxe additionnelle due par les exploitations des installations nucléaires de base, dite contribution INB, est due depuis 2011 par les exploitants nucléaires. Le rendement de cette taxe additionnelle a légèrement diminué au cours des dernières années,
en raison de la contraction du parc d'installations nucléaires. En conséquence, afin de compenser la perte de ressources pour l'IRSN, la SCSP a augmenté à due concurrence la taxe additionnelle est donc devenue en partie une variable de bouclage budgétaire. Sans remettre en cause la pertinence du principe de la contribution, il serait plus clair de regrouper les différentes taxes additionnelles et la taxe principale sur les INB dans une taxe unique qui serait affectée au budget général. La rebudgétisation de la contribution INB permettrait de mettre fin au système d'ajustement par le SSP sans nuire au niveau des recettes de l'Institut. B. Une dégradation préoccupante du budget et des capacités d'investissement de l'Institut. Il est certain qu'une telle baisse des ressources ne peut qu'entraîner un effet ciseau pesant sur l'équilibre budgétaire de l'IRSN. Dans la mesure où les dépenses de l'Institut, en particulier liées à la réalisation d'expertises de sûreté, n'ont quant à elles pas évolué à la baisse. Le fonds de roulement de l'Institut sera négatif à partir de 2023 pour financer le maintien du niveau d'activité et devrait atteindre 11 millions d'euros en 2025. La principale conséquence de cette situation budgétaire est la fragilisation de la capacité de l'Institut à faire face à des investissements importants au cours des prochaines années. Les dépenses d'investissement ont déjà été les premières à subir l'impact de la diminution des recettes de l'Institut au cours de la dernière décennie et sont passées de 23 millions d'euros en 2013 à 15 millions d'euros en 2021. Grand 3. Ne doivent pas limiter les capacités de l'IRSN dans le contexte de relance du nucléaire. Or, les interlocuteurs entendus par le rapporteur spécial soulignant la dégradation et le vieillissement de certains équipements scientifiques concernant les 8 sites d'implantation de l'IRSN, les besoins en matière immobilière au cours de la prochaine décennie sont massifs pour des marges financières quasi inexistantes à l'heure actuelle. En parallèle, la relance du nucléaire se traduit par un certain nombre de grands projets, prolongation de la durée de vie des centrales existantes, mise en place des EPR2, démantèlement de Fessenheim, projet CIGEO de stockage des déchets, émergence des petits réacteurs modulaires, adaptation des centrales au changement climatique, etc. En conséquence, l'intensité et la complexité des dossiers d'expertise auxquels l'IRSN devra répondre sont en forte augmentation et devraient continuer à croître au cours des prochaines années. Ainsi, le rapporteur spécial estime qu'il sera nécessaire, au moins au cours des 2 prochaines années, d'accroître les ressources budgétaires de l'IRSN de 20 millions d'euros par an. Toute éventuelle économie qui aurait été réalisée en parallèle pour l'IRSN devrait contribuer à restaurer les capacités d'investissement de l'Institut dès lors que les moyens supplémentaires accordés ne pourront être regardés comme permettant de rétablir intégralement les réserves d'investissement antérieures. 4. Au-delà du budget, faire face aux enjeux d'attractivité tout en garantissant à l'Institut les moyens de la recherche. A. Un enjeu de puissance publique dans un secteur concurrentiel, préserver l'attractivité de l'IRSN. En 2022, les tensions sur le marché de l'emploi, dans un contexte de relance du secteur nucléaire, ont conduit à un taux global d'exécution des emplois de 95%. 5% totaux de l'Institut qui sont demeurés non pourvus. La principale explication de la baisse d'attractivité de l'Institut est sa faiblesse par rapport à la concurrence très forte du secteur privé, en particulier s'agissant des rémunérations environ 30% plus élevées. Le rapporteur spécial partage la crainte d'un appel d'air des exploitants au détriment du secteur public en général, de l'IRSN en particulier. À moyen et long terme,
L'enjeu pour l'IRSN, comme pour les autres acteurs de la sûreté nucléaire, est la constitution d'un vivier de personnel permettant de répondre aux besoins de la filière au cours de la prochaine décennie. À court terme et en ciblant spécifiquement l'IRSN, il semble nécessaire d'agir directement dans les établissements d'enseignement supérieur afin de mieux faire connaître l'Institut auprès des étudiants. La mise en place de partenariats académiques joue à ce titre un rôle fondamental. Il semble également nécessaire que la direction de l'IRSN engage un véritable travail sur les carrières, impliquant notamment une dynamique salariale favorable. La mobilité des personnels de l'IRSN dans le cadre de parcours professionnels doit être construite, encouragée et encadrée. B. Sanctuariser et développer les moyens consacrés à la recherche. Un petit 1, préserver de l'érosion de la part des moyens consacrés à la recherche. La synergie entre les activités de recherche et d'expertise de l'Institut constitue le principal atout de l'IRSN. Cependant, la recherche a majoritairement absorbé la réduction des moyens au cours des dernières années. En 2010, la part des dépenses de l'IRSN consacrée à la recherche était de 48%, soit près de 10 points de plus qu'aujourd'hui. L'augmentation conséquente du besoin en expertise au cours des prochaines années ne doit pas se faire au détriment des ressources consacrées au volet recherche. Les progrès constatés sur la valorisation de la recherche doivent en outre être poursuivis. Petit 2. L'enjeu spécifique du réacteur expérimental Cabri. Le réacteur expérimental Cabri est exploité par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), mais est financé par l'IRSN, pour lequel il a représenté une dépense très lourde au cours des 10 dernières années. L'enjeu essentiel est désormais de déterminer le futur du réacteur Cabri une fois les essais de programme actuels terminés en 2024. La question au cœur des discussions depuis plusieurs années n'a jamais été tranchée. En dépit des engagements pris par le gouvernement, si les exploitants nucléaires sont les principaux bénéficiaires des travaux menés au travers de Cabri, ils doivent accepter de contribuer financièrement aux structures expérimentales. Le développement du cofinancement de Cabri doit constituer une condition nécessaire de la poursuite de l'exploitation du réacteur d'une part et de l'équilibre budgétaire de l'IRSN d'autre part. Liste des principales recommandations. Recommandation 1. Regrouper les 5 taxes et taxes additionnelles sur les installations nucléaires de base en une seule taxe affectée au budget général. Recommandation 2. Rebudgétiser l'ensemble de la contribution sur les installations nucléaires de base perçue par l'IRSN à hauteur de 61 millions d'euros. Recommandation 3. Créer une annexe au projet de loi de finances jaune budgétaire retraçant l'ensemble des financements publics consacrés à la sûreté nucléaire. Recommandation 4. Augmenter de 20 millions d'euros par an le montant de la subvention pour charges de service public accordée à l'IRSN d'ici 2025. Recommandation 5. Encourager les activités d'enseignement du personnel de l'IRSN dans les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre d'une densification du réseau des partenariats académiques de l'Institut. Recommandation 6. Encourager les mobilités des salariés de l'IRSN dans le cadre de parcours professionnels en maintenant un cadre déontologique rigoureux. Recommandation 7. Maintenir dans le prochain contrat d'objectifs et de performance COP le seul existant de 40% des dépenses de l'IRSN devant être consacrées à la recherche. Un consensus sur la qualité des travaux de l'IRSN et sur son positionnement institutionnel. Un positionnement original entre expertise et recherche qui découle d'étapes historiques. Un système dual hérité des systèmes antérieurs.
Le contrôle du respect des différentes normes concourant à la sûreté nucléaire et à la radioprotection est assuré par l'autorité de sûreté nucléaire ASN, qui bénéficie des expertises de l'IRSN. Ces deux institutions forment ce qui est généralement appelé le dispositif dual de sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire est définie comme l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets. Elle doit être distinguée de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire, qui englobe la sûreté mais aussi la radioprotection et la protection contre les actions malveillantes. Les deux entités n'ont cependant pas le même statut. L'ASN est une autorité administrative indépendante, AAI, instituée en 2006 par la loi dite de transparence et sécurité nucléaire, TSN, et découle du groupe d'experts mis en place au sein du commissariat à l'énergie atomique CEA dans les années 1970. L'IRSN est quant à lui un établissement public industriel et commercial EPIC, issu de la fusion en 2001 de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN). Or, l'IPSN était une entité du CEA créée à la même époque que le groupe d'experts auquel l'IPSN apportait déjà un appui technique. L'IRSN, en tant que successeur de l'IPSN, a conservé des liens multiples avec le CEA. Il partage la quasi-totalité de ses implantations avec le CEA, qui héberge également les réacteurs expérimentaux que l'IRSN ne peut directement exploiter. Ainsi, comme l'indiquait un rapport de la Commission des finances de 2014 de notre ancien collègue Michel Berson, le système dual de sûreté nucléaire et de radioprotection trouve donc ses origines dès avant la création de l'autorité de sûreté nucléaire ASN et de l'IRSN. Il a été peu modifié depuis 2006, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La croissance verte, ayant cependant apporté en 2015 une clarification des rôles respectifs des deux entités. Le projet de fusion de l'IRSN et de l'ASN de février 2023. À l'issue du Conseil de politique nucléaire du 3 février 2023, le gouvernement a présenté un projet de réforme de l'organisation du contrôle et de la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection. L'axe phare de ce projet était la fusion de l'IRSN et de l'ASN en un pôle unique de sûreté. Ce projet a suscité de nombreuses réactions et inquiétudes, ainsi qu'un mouvement social suivi des personnels de l'IRSN. Le gouvernement a toutefois traduit son projet de réforme par le dépôt de 2 amendements au projet de loi dit relance du nucléaire lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale. L'adoption d'un amendement de notre collègue député Benjamin Saint-Huil inscrivant dans le projet de loi le maintien d'une organisation duale a cependant mis fin au projet de réforme. Dans la mesure où le Parlement s'est prononcé contre la fusion, le présent rapport raisonne donc à structure institutionnelle constante, c'est-à-dire en considérant que les relations entre l'ASN et l'IRSN et plus largement l'organisation globale du système dual de sûreté ne seront pas modifiées à court et moyen terme. Il est à noter que le qualificatif de dual est fréquemment employé et relève d'un usage historique. Cependant, dans le contexte de la réforme annoncée en février 2023, les équipes dirigeantes de l'ASN sont revenues sur son utilisation afin d'exprimer le positionnement de l'agence. Ainsi, il a été indiqué au rapport spécial que le système n'est pas dual, il n'y a qu'une seule autorité indépendante. L'IRSN n'est pas un contre-pouvoir à l'ASN. C'est son prestataire d'expertise dont l'ASN est le commanditaire.
Si l'ASN est en effet la seule autorité indépendante, il ne semble pas pour autant pertinent de renoncer à l'utilisation du vocable dual au vu de l'indépendance réciproque des deux organismes. Petit 2. Les missions multiples de l'Institut. Les missions de l'IRSN sont définies par la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte précédemment mentionnée et son organisation et sa gouvernance sont précisées dans le décret numéro 2016-283 du 10 mars 2016 codifié aux articles R 592-1 à R 592-23 du Code de l'environnement. Les textes confient des missions à l'IRSN dans 5 domaines: la sûreté nucléaire, la sûreté des transports nucléaires, de matières radioactives et aussi fissiles, la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, la protection et le contrôle des matières nucléaires et enfin la protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et aussi fissiles contre les actes de malveillance. La pluralité de ces missions se traduit par une organisation en 3 pôles, dans les domaines suivants: défense, sécurité et non-prolifération, sûreté des installations et systèmes nucléaires, santé et environnement. Chacun de ces pôles conduit des activités d'expertise et de recherche. Sur un spectre disciplinaire qui va des sciences humaines et sociales à la recherche finalisée en physique nucléaire, si théoriquement il existe une complémentarité des passerelles entre les 3 pôles, la Cour des comptes a souligné dans ses observations sur l'IRSN en 2021 que ces derniers apparaissent comme des entités relativement cloisonnées, partageant peu de problématiques, de dossiers et de projets communs. S'y ajoute également un pôle patrimoine et territoire, PPT, en charge notamment de la gestion immobilière de l'Institut. La structure de l'IRSN comporte également plusieurs directions fonctionnelles: direction de la stratégie, direction des affaires européennes et internationales, direction de la transformation qui pilote l'ensemble des actions visant à adapter l'organisation et le fonctionnement de l'IRSN. S'agissant des 3 domaines, développement du capital humain, capitalisation des compétences et des connaissances et la transformation numérique de l'Institut, direction de la communication, direction des risques et de la performance, et enfin, depuis 2016, en secrétariat général. Si les activités liées à la sûreté des installations nucléaires de base sont les mieux identifiées, le rapporteur spécial a pu, lors d'un déplacement à l'IRSN, constater l'éventail très large des activités de recherche menées par l'IRSN. Concernant notamment la recherche en matière de santé et de radioprotection, en lien avec différents centres hospitaliers ou la surveillance radiologique de l'environnement. 3. Un positionnement fonctionnel dans l'écosystème de la sûreté. A. Des relations avec l'ASN parfois complexes mais opérationnelles. 1. Le cadre juridique, un appui technique fourni par l'IRSN à l'ASN. Le fondement des relations entre l'IRSN et l'ASN a peu évolué depuis leur création respective. Elles sont régies par un double cadre législatif et conventionnel. L'article L592-46 du Code de l'environnement dispose depuis la loi du 18 août 2015 que l'IRSN apporte un appui technique à l'ASN sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche. Ce même article dispose également que l'ASN oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique, ce qui lui donne directement une influence sur la définition du programme d'activité de l'IRSN. Les autorités de tutelle
n'interviennent pas dans les relations bilatérales entre l'ASN et l'IRSN. L'article R 592-39 du même code détaille plus précisément les relations entre l'autorité et l'institut et renvoie à l'établissement d'une convention quinquennale. Définissant le fonctionnement entre l'ASN et l'IRSN. Celle-ci a été rénovée en 2022, la précédente version datant de 2017. D'après l'ASN, cette révision avait pour objectif de renforcer les liens entre les deux entités et de faciliter la mise à disposition de l'ASN de salariés de l'IRSN. La convention cadre est complétée par une autre convention relative à la mise à disposition d'agents de l'IRSN à l'ASN, par plusieurs documents cadres et par un protocole annuel. L'appui technique de l'IRSN à l'ASN couvre l'ensemble des problématiques liées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection dans le domaine civil, sûreté des réacteurs de puissance et des installations du cycle du combustible, radioprotection des personnes et de l'environnement, sûreté des colis de transport de matières radioactives, sûreté des installations de déchets, etc. Il prend différentes formes, en premier lieu la remise à l'ASN d'avis de rapports écrits ou de notes techniques. En 2022, l'IRSN a ainsi transmis à l'ASN 239 avis techniques, auxquels s'ajoutent 250 documents intermédiaires. Cet appui recouvre également des actions plus larges, formation destinée au personnel de l'ASN, appui technique ou inspection ou encore rapport écrit présenté au groupe permanent d'experts GPE placés auprès de l'ASN. Petit 2, un enjeu crucial, maintenir la bonne qualité des relations entre l'ASN et l'IRSN. Différents rapports soulignent la qualité du lien entre l'IRSN et l'ASN. La Cour des comptes se félicitait en 2021 d'un cadre bien formalisé. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCCRS, dans son rapport de mars 2023, indique que les relations avec l'ASN sont jugées directes et de très bon niveau. Plus particulièrement, une co-évaluation de leur collaboration a été réalisée en 2020 par une équipe de 4 personnes, 2 provenant de chaque organisation, concluant à un jugement global positif. Toutefois, la Cour des comptes mentionnait en 2021 des relations normalisées entre les 2 organisations, voire nettement améliorées. Suggérant qu'il n'en a pas toujours été de même, si l'annonce du projet de fusion en février 2023 a pu susciter des tensions, celle-ci ne semble pas avoir nuit durablement au lien entre charges d'affaires qualifiées de fluides par les organisations représentatives du personnel de l'IRSN. Il est en revanche certain que les derniers mois ont pu entraîner une forme de rupture dans la dynamique d'amélioration des relations entre les directions des deux institutions. Si le cadre juridique et conventionnel est relativement clair sur la complémentarité des rôles respectifs de l'IRSN et de l'ASN, cela ne signifie toutefois pas pour autant que l'ASN elle-même ne réalise pas d'expertise. D'après la Direction générale de la prévention des risques, DGPR, 80% des décisions prises l'ASN sont effectuées sur le fondement de l'expertise interne à l'autorité. Notamment, la plupart des décisions relatives aux cuves des réacteurs prépressurisés européens, EPR. Le cadre de communication théorique entre l'ASN et l'IRSN est formalisé et dense, ce qui est indispensable au bon ajustement de leurs relations. Cette collaboration est régulée par diverses instances se réunissant.
2 à 3 fois par an, impliquant les équipes opérationnelles et dirigeantes. En outre, l'ASN participe aux réunions des tutelles et du conseil d'administration de l'IRSN. Et le président de l'ASN est désormais membre de droit du conseil d'administration de l'IRSN. Concernant la programmation et le suivi des activités, elles sont définies au cours d'une trentaine de réunions annuelles. Celle-ci décline le protocole annuel entre l'ASN et l'IRSN qui précise les échéances et expertises attendues dans l'année et notamment celles portant sur des dossiers prioritaires. Une fois la demande d'expertise réalisée, l'IRSN engage un dialogue technique avec l'exploitant. Dans les réponses fournies au rapporteur spécial, l'Institut indique que cela n'implique pas pour autant l'interruption du processus d'échange. L'IRSN indique qu'il informe l'ASN de l'avancement de l'expertise en cours, notamment en cas de difficultés notables rencontrées lors d'expertises, identification d'un problème de sûreté inattendu. Des accords importants entre l'IRSN et l'exploitant. Difficultés techniques, absence de réponse de la part de l'exploitant. Ou réponse dans des délais non compatibles avec l'échéance de la saisine, etc. Enfin, d'expertise, l'IRSN informe l'exploitant et l'ASN des éventuels désaccords techniques. En tout état de cause, l'ensemble des acteurs soulignent l'aspect crucial du maintien d'une communication de qualité entre l'agence et l'Institut. La Cour des comptes mettait ainsi en avant, dans ses observations de 2021, le besoin d'une concertation permanente reposant sur la bonne volonté des parties, alors même que la communication constitue un point sensible. Le rapporteur spécial souligne qu'il est indispensable, dans le contexte des conséquences de l'annonce d'une éventuelle réforme, de maintenir les bonnes pratiques existantes de communication internationale à tous les échelons. Il ne sera pas envisageable, au vu des enjeux, de constater des divergences dans la définition des priorités d'expertise et de recherche et des lacunes de communication qui auraient pour conséquence une fragilisation immédiate du dispositif de sûreté nucléaire. Le rapporteur spécial considère qu'il faudra être vigilant sur le fait que l'annonce de la fusion puis son rejet par le Parlement n'auront pas durablement endommagé les relations entre équipes, y compris dirigeantes. 3. Des difficultés qui se cristallisent sur certains aspects. Petit a, la contribution financière de l'IRSN à l'ASN. L'appui technique effectué par l'IRSN à la demande de l'ASN est financé par le budget de l'Institut et n'entraîne donc pas de flux financiers directs. En 2022, il a mobilisé des salariés de l'IRSN pour un volume de 430 ETPT. Ce volume est extrêmement significatif pour l'ASN, dans la mesure où celle-ci ne dispose en propre que de 519 agents. Cela correspond à 83 millions d'euros, un montant relativement stable au cours des dernières années. Après un pic à près de 86 millions d'euros en 2015, ce financement provient pour partie de la subvention pour charges de service public SCSP, allouée par l'État à l'IRSN, et pour partie d'un financement provenant de la contribution versée par les exploitants
d'installation nucléaire de base, dite contribution INB. En conséquence, l'appui technique à l'ASN représente environ 30% du budget de l'IRSN. Et selon la direction du budget, environ 25% de l'activité de l'établissement. La définition de ce montant est cependant source de divergence entre l'ASN et l'IRSN. La première considérant qu'elle bénéficie in fine, quoique indirectement, d'une part, d'une part nettement plus importante des actions menées par l'IRSN qu'elle évalue à environ 70%. Cette question n'est pas neutre, dans la mesure où la dépendance de l'ASN à l'égard du budget de l'IRSN constitue une source de tension récurrente. L'article L592-14 du Code de l'environnement dispose que l'ASN nucléaire est consultée par le gouvernement sur la part de la subvention de l'État à l'IRSN, correspondant à la mission d'appui technique apportée par cet institut à l'autorité, et non sur l'intégralité de la subvention perçue par l'Institut. L'ASN regrette régulièrement de ne disposer d'aucune maîtrise des moyens financiers consacrés à l'expertise qu'elle commandite. D'où sa demande formulée auprès du rapporteur spécial, mais qu'elle portait déjà auprès de la Cour des comptes. D'être responsable d'un programme budgétaire couvrant l'ensemble des moyens consacrés à la sûreté nucléaire. Le rapporteur spécial ne l'estimait pas souhaitable, dans la mesure où il semble de meilleure gestion que l'IRSN soit soumis à une obligation de résultat sous l'expertise rendue à l'ASN. De même, l'ASN souhaite que l'IRSN lui retrace l'emploi de ses crédits. Alors que l'agence n'a pas de tutelle sous l'IRSN et que l'IRSN doit rendre compte à son autorité de tutelle, ainsi qu'au Parlement, cette demande ne semble pas justifiée. En revanche, le rapporteur spécial se félicite de la réduction au cours des dernières années de la sous-consommation de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros du budget alloué à l'appui technique. Il existe également des flux financiers directs concernant les agents mis à disposition de l'ASN par l'IRSN contre remboursement. La convention de 2022 fixe leur nombre à 32. Ces salariés en poste à l'ASN pour une durée définie selon une convention de mobilité renouvelée en 2022 exercent des activités relevant de l'autorité, à savoir des missions d'inspecteurs en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Aucune difficulté concernant ces agents n'a été soulevée, mis à part la complexité croissante à pourvoir ces postes. Cet aspect sera développé infra. B. Un aspect qui reste critiqué malgré des améliorations, la gestion de crise. L'article R 592-39 du Code de l'investissement confié à l'IRSN en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnement ionisant, la mission de proposer à l'ASN et à l'Autorité de sûreté nucléaire défense, ASND, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical, propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement, et à rétablir la sécurité des installations. Concrètement, c'est donc l'IRSN qui maintient tout au long de la crise le lien avec les exploitants nucléaires et dispose d'un lien informatique avec les salles de commande des opérateurs pour accéder en même temps que les exploitants aux paramètres de fonctionnement d'un site qui serait confronté à une situation de crise. Il dispose pour ce faire d'une salle de gestion de crise très performante, probablement plus élaborée que celle de l'ASN, et rénovée 4 ans plus tôt. Ces infrastructures de crise ont encore été renforcées
par les récents investissements dans le laboratoire, l'attaque au Vésinet. Destinée à l'analyse d'échantillons dans des délais très courts en cas de crise, la visite que le rapporteur spécial a pu effectuer du Centre technique de crise de l'IRSN, ainsi que des infrastructures mobiles de crise corroborent l'impression de robustesse de l'organisation de crise ainsi que la qualité des infrastructures. En revanche, l'article L592-32 du Code de l'environnement prévoit que l'ASN apporte son concours technique aux autorités compétentes, assiste le gouvernement pendant les situations de crise, adresse ses recommandations sur les décisions à prendre et enfin informe le public. Elle contrôle également que l'exploitant premier responsable des mesures à prendre sur son installation en cas de situation d'urgence, assume plus pleinement ses responsabilités et réalise les actions appropriées. Le séquençage du système actuel de gestion de crise fait donc intervenir l'exploitant, l'ASN, l'ASN et enfin le gouvernement. Lors de l'audition menée en février 2023 par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, plusieurs intervenants ont mis en avant le fait que la potentielle fusion entre l'IASN et l'ASN aurait permis de garantir une meilleure réactivité en situation de crise. Ces arguments sont également ceux qui ont été avancés par le gouvernement. Le dispositif actuel de gestion des crises souffre actuellement de la dualité du système de sûreté nucléaire français, qui conduit à avoir, pour les autorités publiques, deux entités comme interlocutrices, sur le même sujet et disposant chacune d'une cellule de crise. La fusion, en permettant d'avoir un circuit d'information plus court, permettrait, selon la DGPR, de gagner en réactivité, clarté et fluidité. Elle serait plus rassurante. Le rapporteur spécial estime que l'efficacité du processus doit primer sur son aspect rassurant. Le principal semble être la fluidité de la communication entre l'ASN et l'IRSN, dans la mesure où en cas de fusion, il serait indispensable de maintenir une cellule d'expertise et de diagnostic avec des échanges avec les opérateurs distincts de la cellule de conseil au gouvernement. Si la fusion ne peut être considérée comme l'unique solution aux insuffisances actuelles du système de crise, l'amélioration de celui-ci doit constituer un axe prioritaire. D'après les éléments recueillis par le rapporteur spécial, la distinction entre les missions des deux entités n'est pas toujours claire et a pu être en pratique source de confusion ou tension au cours des exercices. L'IRSN reconnaît ainsi qu'il existe des possibilités d'amélioration en matière de délai de cohérence des données transmises ou pour limiter d'éventuels problèmes techniques. La Cour des comptes soulignait en 2021 les marges de progrès concernant l'entraînement à la crise, en particulier concernant la définition des équipiers de crise, actuellement au nombre de 300. La Cour s'étonnait, par exemple, que l'organigramme du centre de crise ne comprenne pas d'informaticiens, alors que l'ensemble du processus de gestion de crise repose sur des outils informatiques. Le rapporteur spécial a interrogé l'IRSN sur ce sujet, lequel a indiqué que le centre de crise bénéficiait d'un support logistique et était équipé pour agir en cas d'attaque informatique. Enfin, dans le prolongement des observations sur la nécessité d'une articulation étroite entre la communication des deux entités,
La mission Flash menée en juillet 2022 par plusieurs inspections a relevé les cas, les cas évoqués de communication, sinon discordantes, pour le moins concurrentes, des deux organismes. Le rapporteur spécial considère qu'il ne convient pas de priver l'IRSN de la possibilité d'indiquer au public les mesures de protection qu'il juge utiles. L'indépendance de l'information consistant un aspect central en cas de crise. Toutefois, l'ASN doit rester la source d'informations de premier niveau, y compris pour le public. Il partage avec différents observateurs le constat que l'intérêt d'ailleurs bien compris de l'IRSN consiste à éviter au maximum de brouiller la communication. Institutionnelle en cas de crise. La boucle de communication prévue dans les protocoles doit donc continuer à être au cœur de l'action en cas de crise. B. Des liens satisfaisants avec les autres acteurs de la sûreté nucléaire. La diversité des activités de l'IRSN se traduit également par la multiplicité de ses ministères de tutelle. L'IRSN est aujourd'hui placé dans la tutelle conjointe du ministre de la Transition écologique, du ministre des Armées et des ministres chargés de la transition énergétique, de la recherche, du budget et de la santé. La coordination est assurée par la DGPR, dont le directeur est commissaire du gouvernement et de l'IRSN. Les tutelles n'interviennent cependant pas dans le fonctionnement de l'Institut, qui reste indépendant. Les expertises rendues par l'IRSN le sont sous sa responsabilité, sans saisine ou information préalable de la DGPR. Aucune des auditions menées par le rapporteur spécial n'a fait émerger de deux difficultés particulières concernant le lien entre l'IRSN et ses tutelles. L'IRSN dispense un appui technique à d'autres acteurs publics que l'IRSN pour environ 27 millions d'euros annuels. Une part essentielle de cette expertise est effectuée pour le compte de l'autorité de sûreté nucléaire de défense. Les relations entre l'IRSN et l'ASND s'organisent de façon symétrique à celle de l'ASN, sous le principe de convention pluriannuelle et de la déclinaison annuelle sous forme de protocole. Cet appui se matérialise par la transmission chaque année d'une cinquantaine d'avis techniques et de rapports d'expertise. Il mobilise des moyens humains à hauteur de 50 ETPT. Le budget annuel consacré par l'IRSN à ces activités d'expertise et d'appui technique à l'ASND se situe à hauteur de 9,3 millions d'euros. L'IRSN est en outre amené à interagir avec l'ensemble des instances consultatives et de concertation présentes dans le champ de la sûreté nucléaire. Au Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire, au Conseil de la santé publique, commissions locales d'information et leurs associations nationales. Dans le domaine de la recherche des problématiques de sûreté nucléaire, l'IRSN est amené à entretenir des liens étroits avec le Centre national de la recherche scientifique, CNRS-SEA. L'IRSN et le CNRS collaborent depuis les débuts de la création de l'Institut en 2001 sur un large domaine disciplinaire. Un accord cadre quinquennal a été signé en novembre 2020 et une feuille de route commune en juin 2022. De même, l'IRSN et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, IDERIS, viennent de renforcer leur collaboration avec la signature en janvier 2023 d'un accord cadre pour 5 ans. Lors de son audition par le rapporteur spécial,
L'administrateur général du CEA, M. François Jacques, a qualifié ces relations de l'IRSN de bonnes et a exprimé sa satisfaction d'ensemble. Le HCRS souligne ainsi un positionnement institutionnel dynamique et solide de l'IRSN et de premier plan dans son domaine. S'agissant du point de vue des exploitants et donc de l'IRSN, en tant que contrôleur, l'administrateur général du CEA a indiqué au rapporteur spécial qu'il n'y avait pas de sujet en dehors des divergences de vue classiques. Le principal axe d'amélioration résidant selon lui dans l'amélioration de la proportionnalité entre les mesures de sûreté proposées et les risques. B. Une satisfaction globale sur les travaux de l'IRSN. A. Une convergence des analyses pour souligner la qualité des travaux de l'Institut. L'IRSN a fait l'objet de nombreux rapports de diverses institutions au cours des dernières années. La pression globale qui se dégage de ces différentes analyses et le consensus sur la qualité des travaux de l'IRSN et le fonctionnement satisfaisant du système actuel. HCRS conclut ainsi son rapport de 2023. L'IRSN affiche l'ambition d'être un institut scientifique responsable et citoyen. Il a de nombreux atouts pour y parvenir. Cet avis est partagé par le rapport des inspections générales de 2022, qui indique que l'IRSN remplit ses missions avec des prestations dont la qualité est reconnue par tous les commanditaires. S'agissant de la recherche menée à l'IRSN, le HCRS met en avant le dynamisme et l'ouverture vers la société de l'Institut. Plus largement, il souligne l'excellence de la dualité expertise-recherche au niveau national. De même, la Cour des comptes indique dans ses observations formulées en 2021 que l'Institut remplit correctement ses missions et que les compétences et le savoir-faire de ses équipes, ses partenariats, ses équipements et sa réputation constituent autant d'actifs et d'atouts. Près d'une vingtaine d'années après la création de l'IRSN, celle-ci peut être regardée comme un succès. Les auditions menées par le rapporteur spécial renforcent cette impression positive sur le fonctionnement de l'Institut et l'absence générale de reproches adressés à l'IRSN. Ainsi, la DGPR a reconnu les compétences indispensables de l'IRSN. Bien qu'à l'origine de la proposition de fusion de l'IRSN avec l'ASN, le gouvernement a toujours indiqué que cette volonté de réforme n'était pas liée à un constat de l'inefficience de l'IRSN. Le cabinet de la ministre de la Transition énergétique a admis n'émettre aucune critique sur la qualité de l'expertise de l'IRSN. Sur le plan du fonctionnement de l'Institut, les représentants du personnel se sont félicités auprès du rapporteur spécial de la qualité du dialogue social de l'Institut et des bonnes relations avec les équipes dirigeantes. La direction du budget a qualifié l'IRSN d'opérateur loyal s'agissant de sa gestion. Petit 2, des indicateurs de performance et de suivi positif, en particulier sur le volet recherche. L'IRSN conclut tous les 4 ans un contrat d'objectifs et de performance COP avec l'État. Le COP, le contrat d'objectifs et de performance, détermine les engagements de l'opérateur vis-à-vis de l'État et fixera les objectifs de l'IRSN ainsi que leurs modalités d'atteinte tant sur le champ de ses activités scientifiques et techniques qu'en termes de pilotage. Le quatrième COP
a été signé en 2019 pour la période de 2019 à 2023. Un nouveau COP couvrant la période 2024-2028 doit être élaboré pour entrer en vigueur début 2024. Le processus de rédaction a déjà été lancé. Le contrat d'objectifs et de performance (COP) définit 4 axes stratégiques, déclinés en objectifs opérationnels correspondant à autant d'indicateurs. Les indicateurs témoignent de l'atteinte globale des objectifs. La cible figurant dans le COP, étant atteinte pour 21 des 24 indicateurs. Les indicateurs sont particulièrement développés sur le volet recherche de l'activité de l'IRSN. Le HCRS dresse dans son dernier rapport en février 2023 le bilan des résultats. Les jugeant dans l'ensemble plutôt satisfaisants, 2 points noirs sont mis en exergue. La baisse des indices d'impact moyen des publications de l'IRSN sur la période 2016-2020. Dans l'ensemble des disciplines scientifiques d'une part, et la baisse du taux de publication d'autre part. Une amélioration des indicateurs de performance, la politique partenariale de l'IRSN. L'IRSN s'appuie sur des partenariats, comme indiqué à l'axe 2 du COP. Le rapport d'évaluation HCRS pour 2012-2016 relevait que les partenariats académiques constituaient un des points à changer. Dans ce rapport de 2023, le HCRS notait une densification et une formalisation de ces partenariats conclus avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur nationaux et aussi internationaux. Le développement de partenariats internationaux constitue également un des aspects positifs du dernier COP. En 2021, l'IRSN compte 285 accords de coopération actifs, contre 214 en 2017 et 241 en 2019, impliquant des institutions des 45 pays. Le HCRS recommande de poursuivre la mise en place d'accords structurants afin de saisir de nouvelles opportunités dans les sites universitaires ou en Europe. Les indicateurs restent plus lacunaires concernant l'expertise, se limitant essentiellement à la transmission des expertises dans les délais négociés en amont avec l'ASN ou d'autres administrations. La Cour des comptes a déjà souligné cet aspect en 2021, en regrettant qu'il n'existe pas, comme c'est le cas pour la recherche, une démarche d'évaluation de l'expertise. Le rapporteur spécial espère que la rédaction du prochain COP permettra d'approfondir le dispositif de performance des activités liées à l'expertise. Petit 3. Des améliorations de la gouvernance et de la gestion de l'Institut au cours des dernières années. La Cour des comptes avait formulé en 2014, lors du contrôle des comptes et de la gestion de l'IRSN pour les exercices 2007 à 2012, des critiques sur la gouvernance complexe de l'Institut. Afin de répondre à ces remarques, la gouvernance a été réformée en plusieurs étapes. Tout d'abord, le décret régissant le fonctionnement de l'IRSN, qui datait de la création de l'Institut en 2002, a été refondu en 2016 pour davantage de lisibilité et de transparence.
Deux aspects spécifiques ont fait l'objet d'améliorations au cours des 2 dernières années. Concernant en premier lieu les questions de déontologie, prioritaires dans une structure de contrôle d'exploitants nucléaires, plusieurs institutions et organismes, notamment la Cour des comptes, mais également la Commission d'éthique et de déontologie, avaient souligné de nombreuses lacunes. Le rôle de la Commission d'éthique et de déontologie, placée auprès du conseil d'administration de l'ISN, a donc été renforcé. S'agissant en second lieu des procédures d'achat qui, qui ont longtemps présenté des fragilités au regard du droit de la concurrence, l'Institut a mis en place depuis 2021 un service centralisé des achats et a modifié le positionnement de la commission consultative des marchés de l'Institut. Désormais indépendante de celle du CEA, la Cour des comptes avait d'ailleurs identifié la fonction achat comme un gisement d'économie potentiel. Il reste à déterminer au cours des prochaines années si cette piste se réalise.